Chronique se rapportant à la crypto-monnaie réalisée en date du 15 août de l'année 2025. Là, je veux aujourd'hui profiter de cet enregistrement pour commenter qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, notamment par rapport à Ethereum, qui est une crypto-monnaie. En fait, la deuxième plus grosse en termes de valeur de capitalisation après Bitcoin. Ethereum est présentement en période de montée parabolique. Donc, si vous regardez le graphique à l'écran et le record qui avait été battu en termes de valeur en 2021, lorsqu'il avait atteint 4700 dollars, a été dépassé. Il y a quelques heures, là, il a corrigé un petit peu à la baisse. C'est ce que je m'attendais après. Et par rapport à ça, dans le fond, c'est comme un seuil psychologique, à peu près à 4700. Donc, une espèce de résistance que les gens sont prêts à acheter au maximum, le plus haut sommet du passé. J'ai l'impression que ce seuil va être brisé dans les prochains jours, c'est-à-dire que ce seuil qui est une forme de résistance de la part des acheteurs va être dépassé là, en relation avec plusieurs phénomènes, dont notamment l'injection de liquidité. Je m'intéresse beaucoup sur YouTube aux vidéos d'un spécialiste dans le domaine de la crypto-monnaie là, qui s'appelle Yeril. Donc, c'est un Européen, puis il expliquait là, que la liquidité fait en sorte que les crypto-monnaies, lorsque massivement de la liquidité, c'est-à-dire de l'argent qui entre sur le marché, ont tendance à monter. Donc, il y a des facteurs comme la baisse aussi du taux d'intérêt. Donc, probablement qu'au mois de septembre, ça risque de continuer de monter. Moi, j'ai investi dans Ethereum. J'en ai profité dans les derniers jours là, pour prendre des profits. J'avais acheté un fonds négocié en bourse ici au Canada qui s'appelle ETHA-U en lien avec Ethereum. Ça m'a permis d'avoir 50... J'étais en position de 58% de profit. Puis j'avais acheté ça au mois de novembre 2024. Donc en moins d'un an, j'ai réussi à faire 58% de profit en revendant. J'ai pas tout revendu là, ce que j'avais acheté en Ethereum en fonds négociés en bourse. Je veux m'en départir progressivement. Donc dans les prochaines semaines. Et là, c'est ça. J'ai pris un premier palier de profit parce que ça se rapprochait du... je m'étais dit, lorsqu'il atteindrait le plus haut sommet qu'il avait atteint dans le passé, ça pourrait être une zone intéressante de prise de profit. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le milieu là, des crypto-monnaies là, va connaître des montées importantes dans les prochains jours. On verra. Pour ce qui est de Bitcoin, ben, il a connu quand même une montée intéressante là, à 124 000 dollars. Probablement que le seuil psychologique à briser en termes de résistance, c'est le 125 000 dollars, à savoir est-ce que les gens vont être prêts à payer 125 000 dollars pour acheter du Bitcoin. J'ai l'impression que oui, que ce seuil va être dépassé encore une fois dans les prochains jours. Donc, puis après ça, ça va être 130 000, 135 000, etc. Donc, présentement, il y a un mouvement haussier. Solana a reconnu une belle montée. Solana, dans lequel j'ai investi aussi. Donc, par rapport à Solana, il avait connu une baisse, puis après ça, il y a une côte, mais j'ai l'impression que ça va monter plus haut, le Solana, là, dans les prochains jours aussi. Même chose pour XRP, que je vois comme ayant beaucoup de potentiel. En fait, dans les derniers jours, il y a un de mes correspondants sur Facebook qui m'a partagé une vidéo d'Alex Doyon, puis après la suite, j'en ai écouté d'autres là, par rapport à ce YouTuber qui, dans le fond, fait de l'enseignement là, en lien avec les crypto-monnaies. Et dans une de ses vidéos qui appelle la méthode la plus simple pour faire de l'argent en crypto, il parle naturellement de l'indicateur Crypto Fear and Greed Index, donc en français, l'index de la peur, fear, et greed, l'avidité. Puis il a fait une analyse, puis il l'a bien vulgarisé là, dans sa vidéo. Puis en effet, si on regarde le graphique ici, pardon, il y a la peur, l'avidité. En fait, plus que c'est bas,
plus que les gens ont peur, puis plus que c'est haut, plus qu'ils sont avides. Puis l'idée, bien naturellement, c'est d'acheter quand que les gens ont peur, puis de vendre quand que c'est haut, tout simplement. Et par rapport à ce graphique que j'ai mis sur un an, période d'un an, si je mets le Bitcoin sur une période d'un an, on voit que entre les deux, il y a des parallèles. Comme ici, on voit qu'en dans le coin du mois de février 2025, donc vous voyez, l'indice est à peu près à 16, puis dans ce coin-là, janvier, février, là, ça a commencé à baisser, là, c'est un peu plus élevé. Donc, il y a un parallèle à faire entre les deux. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que s'il y a un parallèle, ben, ça peut nous indiquer. C'est sûr qu'idéalement, c'est de combiner ça aussi avec d'autres indicateurs du marché là, avant de faire un achat ou une vente. Mais ça peut nous donner des informations utiles. Donc, pour savoir quand vendre et quand acheter. Donc, vendre quand c'est élevé, puis acheter quand c'est bas. Aller à contresens du courant, autrement dit. Donc, ça peut être une stratégie. Il a fait une autre vidéo aussi intéressante sur les supports, les résistances pour analyser des graphiques au niveau de l'analyse technique. Ça s'applique naturellement à la crypto-monnaie, mais ça peut s'appliquer à quelqu'un qui transige des actions, le SP500, donc des indices, etc. Donc, c'est intéressant. Ensuite, ce que je voulais dire, ben, c'est ça. Le Yeril, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de l'injection massive des flux d'argent dans le système. Moi, j'ai l'impression que ça a beaucoup d'impact. Puis c'est quelque chose à suivre sur le domaine des cryptos en particulier, mais aussi d'investissement en général. Présentement, on assiste à des records de valeur là, du Nasdaq 100. La bourse est très élevée, mais il y a des injections de liquidité qui font en sorte que tout a tendance à monter présentement. Dans les youtubeurs intéressants, écoutez, il y a Asher, qui est là depuis plusieurs années, qui va faire des vidéos très approfondies là, par rapport à différents sujets. Il y a Paul le Crypto Formation que j'aime écouter régulièrement. Puis là, il a sorti récemment une vidéo qui nous disait que l'histoire se répète, les cryptos montent, les 45 premiers jours peuvent changer des vies. Ben oui, c'est sûr que s'il y a une montée parabolique, puis la personne réussit à vendre en situation de profit, c'est clair qu'il y a des gens qui peuvent s'enrichir rapidement, mais il faut vendre idéalement dans la période de montée parabolique parce qu'après ça, ça peut baisser très rapidement aussi. Là. Vous voyez comment que ça peut être en dents de scie. Donc, sinon, ben, présentement, ben, je joue à un jeu qui s'appelle Monopoly Chance. C'est un jeu dans lequel ça me fait penser vraiment à l'investissement crypto, dans le sens que dans le jeu, la personne, c'est différent du Monopoly standard, là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui, quand ils entendent parler du Monopoly, vont dire, ben là, ils récupèrent ça à d'autres sauces, là, comme il y a la version québécoise du Monopoly avec des noms d'endroits québécois, mais c'est pas ça. C'est un jeu qui est en lien avec le Monopoly, mais c'est-à-dire l'univers du Monopoly, mais différent du Monopoly là, classique qui a passé à l'histoire là, en termes de jeu. Monopoly Chance, en jouant à ce jeu-là, c'est qu'il y a un retournement de carte qui se fait. On brasse un dé. Si la personne a le chiffre 6, elle peut retourner jusqu'à 6 cartes, mais elle peut s'arrêter en cours de route. Et lorsqu'on retourne les cartes, il y a des cartes avec de l'argent. Il y a des cartes Chance comme le jeu de Monopoly standard, mais il y a aussi des cartes faillites. Donc, quelqu'un, par exemple, veut brasser le dé de 1 à 6. La personne peut avoir 5. Donc, elle a le droit de retourner 5 cartes. Elle retourne une première carte. Elle peut avoir une carte de 1 million. Puis là, quelqu'un peut prendre la carte de 1 million pour acheter naturellement des terrains. Par la suite, elle peut soit continuer ou arrêter. Si elle continue, peut-être qu'elle va avoir une autre carte de 1 million, une autre carte, ça peut être une carte de 2 millions, 3 millions, etc. Ou tomber sur une carte faillite, puis si elle tombe une carte faillite, ben, elle perd qu'est-ce qu'elle avait. Donc, la personne prend une chance, elle peut retourner d'autres cartes, disons une carte de 2 millions. Là, elle est rendue à 3 millions. Soit qu'elle continue ou arrête. Là, si elle décide de continuer, puis elle tombe sur une faillite, elle perd les 3 millions de cartes qu'elle ne peut pas mettre sur le jeu pour, dans le fond, acheter des terrains. Mais ça me fait penser à l'univers de la crypto dans le sens que quelqu'un peut dire, bon, là, je suis en situation de profit clair,
Moi, je l'avais acheté de l'Ethereum vers le moment qui était à 3500. Là, je suis en zone de profit. Soit que je reste investi dans le marché où je prends des profits. Et là, ça devient intéressant comme dilemme parce que je regardais où ce que j'en étais. Dans le fond, j'en ai déjà parlé en d'autres enregistrements. Ethereum, comme je l'avais dans le fond vu, en fait, il est en zone de profit. Mercredi, il était en zone de 58% de profit, fait que j'ai décaissé un peu, mais l'essentiel de ma position, au-dessus du 4-5e, je l'ai laissé là. Mais j'en ai décaissé un peu à 58%. Je m'étais dit dans les prochains jours, probablement qu'il va baisser un peu, parce qu'habituellement, il y a une période où les gens liquident, puis ça fait baisser le prix lorsqu'ils ont atteint un objectif, un seuil psychologique. Le seuil psychologique, dans mon cas, que j'avais placé, que je me doutais que beaucoup de personnes aussi, c'était le plus haut sommet historique que Ethereum avait atteint dans le passé en 2021. Là, on est en 2025, donc ça a pris quand même 4 ans là, avant de dépasser ça. Qui, à mon avis, allait être une zone de liquidation, puis c'est le cas. Puis par la suite, ben, ça a baissé un peu. Là, aujourd'hui, je regardais ça, puis j'étais à 51% en zone de profit au lieu de 58%, mais j'ai la conviction qu'il va y avoir une période de correction dans les prochains jours. Une période où le prix support va tourner autour des 4000, peut-être 4400, puis après ça, ça risque d'augmenter à 5000. Fait que probablement que je vais revendre là, quand je vais être rendu à 5000 qui va être un autre seuil psychologique. Sinon, pour le Bitcoin, je suis en zone de profit. Ça a baissé un peu à 41%. XRP, je suis en perte à moins 65%. La raison est très simple, c'est que j'ai tombé dans le FOMO. En anglais, ça veut dire Fear of Missing Out. La peur de passer à côté de l'opportunité. Puis, j'ai acheté le XRP alors qu'il était en période de montée en bougie verte pour prendre les chandeliers. Donc, au lieu d'attendre qu'il y ait une petite correction après la montée, puis là, il y a la petite correction après la montée. Mais, dans le fond, c'est pas du day trading que je faisais. Ce qui fait en sorte que je vais pouvoir, dans le fond, naturellement m'en refaire. Donc, la semaine passée, il y a à peu près une semaine, c'est ça, il était en période de montée dans le coin du 8 août. Là, j'en ai acheté là, mais je me disais que dans le fond, il allait sans doute continuer à monter dans les prochains mois. S'il y a la sortie qui est autorisée par la SEC là, le ETF, le Fonds négocié en bourse rapportant XRP, je me doutais qu'elle allait avoir une période de correction, mais je voulais simplement entrer sur le marché, chose que j'ai faite. C'est sûr que stratégiquement, c'est pas l'idéal de rentrer sur le marché en période de plus haut sommet là, atteint pour une courte période de temps. Chose que j'ai pas pris en considération. J'avais fait la même chose dans le passé. Hein. J'avais acheté du Bitcoin alors qu'il était en montée, puis il a dépassé le plus haut seuil connu, donc en 2024-2025, sur le FOMO, Fear of Missing Out. Dans le fond, c'est bien beau de l'étudier intellectuellement, le FOMO, à travers des enregistrements qui expliquent que les gens, à cause qu'ils ont peur, ils vont acheter alors que c'est très haut, alors qu'ils devraient attendre que c'est très bas, puis être plus rationnel, plus logique. C'est-à-dire que c'est sûr que si, par exemple, par rapport à l'indice de peur et d'avidité, l'indice est à 94, c'est pas le temps d'acheter, parce que là, les gens sont trop enthousiastes, il faut attendre que ça soit plus bas. Et c'est sûr que l'investissement permet de développer la maîtrise de soi. Puis avec le recul, j'ai à m'ajuster, mais dans cette optique d'investissement à long terme, même si on rentre sur un sommet, si la tendance est haussière, ben on peut se rattraper. Le Bitcoin, j'en avais acheté à 80 000, puis vous voyez, là, il était 118 000. Fait que là, j'ai pu me rattraper en masse. Mais c'est une erreur stratégique dans l'optique de faire du swing trading ou naturellement du day trading. Mais on apprend dans la vie. Et on apprend aussi à maîtriser ses émotions, ce qui est pas mauvais en soi. On peut apprendre ça. Sinon, pour ce qui est de Solana, ben, je suis en zone de profit de 21%. Donc, c'est sûr que mon objectif à la base, c'est de surperformer des indicateurs comme le Nasdaq 100 SP500 dans lequel j'investis. Donc, c'est sûr que si je prends plus de risques par rapport à ces fonds négociés en bourse, en fait, les fonds négociés en bourse qui se rapportent à ces indicateurs où ce que le risque est moindre, il faut que j'aie plus de profit pour que ça soit pertinent de prendre plus de risques. C'est-à-dire le ratio risque-bénéfice doit être là, sinon ça ne vaut pas la peine.
c'est pas intéressant. Donc là, je suis en zone de profit par rapport à plusieurs crypto-monnaies. La raison pour laquelle je vous parlais tantôt du jeu de Monopoly, Chance, c'est que dans le fond, j'ai l'impression de jouer un petit peu à ce jeu-là, à savoir si je reste sur le marché, puis il y a ce qu'on arrive à un signe noir, c'est-à-dire un mauvais signal, style Donald Trump chicane avec Poutine qui dirige la Russie, où ils s'entendent pas, ou il fait un tweet, un message sur les réseaux sociaux dévastateur qui amène une baisse fulgurante du marché. L'univers des cryptos, naturellement, comme l'univers des actions, est très sensible à ça, mais encore plus l'univers des cryptos, donc on risque d'assister à une baisse. Fait que c'est sûr que le dilemme est le suivant, soit que je prends des profits, la plupart des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi puis j'ai concentré mes énergies par rapport à des fonds négociés en bourse, que ce soit Solana, XRP, Bitcoin, Ethereum. XRP, je suis en zone de perte, fait que c'est ça que je vais attendre, mais je suis confiant. Mais les autres, je suis en zone de profit, soit que je prends des profits ou j'attends. Et toute personne qui investit dans le domaine des cryptos va tôt ou tard être confrontée à ce dilemme-là. Ce qui peut nous aider, c'est de voir s'il y a une zone pour acheter ou vendre. Comme là, on voit que l'avidité a baissé un peu aujourd'hui. Hier, il était à 75, là, il était à 60. Puis en proportion de ça, ben, la valeur des cryptos a baissé un peu aussi lorsque je les ai regardés un matin. Donc, je vais attendre que ça monte c'est sûr. Ben, c'est ça qui est touché et qui peut faire la différence entre la personne qui ressort du cycle crypto présent avec ou sans profit. Fait que ça va être un dossier à suivre. Mais c'est sûr que ce qui se passe avec l'Ethereum qui était dans le fond à 1500 au mois d'avril, puis il y a des gens sur le web disaient Ethereum c'est mort, c'est fini comme projet, ça s'en va vers zéro parce qu'il avait passé en quelques semaines de 3475 à 1500, puis après ça il remonte en fou. M'amène à penser que les marchés sont truqués, puis il y a des gens qui ont tout intérêt à amener les petits investisseurs à liquider leur position. Puis là, par la suite, ce que j'en prends présentement, ben, c'est que des gros investisseurs donc achètent massivement, là, c'est-à-dire des firmes institutionnelles là, de l'Ethereum, des entreprises aussi là, à coups de milliards là, présentement, ce qui amène une hausse du prix. Mais c'est sûr qu'il y en a qui veulent faire passer des mains de petits investisseurs à d'autres personnes qui vont tirer avantage de la situation. Mais j'étais content d'avoir conservé pendant cette période-là de descente Ethereum pour... Là, il est en période de remontée. Là, on ne sait pas pendant combien de temps, jusqu'à où, mais moi, j'ai l'impression que il va avoir une période, bon, premièrement, peut-être une période de correction de quelques jours. Au mois de septembre, va remonter. Ensuite, période de correction. Puis octobre, probablement que ça va être le plus haut sommet historique. Mais on verra bien. Ça, c'est l'hypothèse que je fais. Naturellement, par rapport à tout ce que je dis en lien avec les crypto-monnaies, c'est pas des conseils en investissement que je fais là, lorsque je commande, puis je parle de ce que je fais. C'est plus à des fins de description, puis d'intégration de mon vécu en lien avec les crypto-monnaies, un peu comme une personne qui tient un journal de bord. Et mon enregistrement, donc, n'est pas un conseil en investissement. Par rapport à tout ce qu'il dit, je vous propose de vérifier d'une manière indépendante l'information. Une erreur est si vite arrivée. Et aussi de réaliser que tout ça comporte des risques, mais il y a des opportunités de surperformer le marché. Dans le sens que quelqu'un qui va investir dans des certificats de pauvreté garantis, certificats de placement garantis, je fais toujours la même blague, la personne peut avoir dans certains cas de 3 à 5 de rendement par année, alors que en investissant dans le domaine des cryptos, on peut avoir nettement plus que ça, là. Donc, c'est ça qui m'intéresse, mais le risque est là parce que le capital n'est pas garanti, à la différence des certificats de pauvreté garantis. Sinon, ben, dans un autre ordre d'idée, ben, j'ai trouvé intéressant une chronique de Fred Rondeau, qui est un conseiller financier. Il en a fait plusieurs sur Internet, mais je vais attirer votre attention sur celle-ci. Je mettrai le lien web en bas de l'enregistrement qui s'intitule Fred Rondeau, Psychologie de l'argent, REER versus CELI, Liberté financière, la gang. Donc, j'ai trouvé très intéressante sa vidéo. Il parle de points. C'est pour les gens qui connaissent déjà ces véhicules d'investissement au Québec, mais qui veulent en avoir une compréhension plus approfondie par rapport à des points très spécifiques, des points pointus. Donc, bien connaître c'est quoi un REER, un CELI, CELIAP, régime épargne-études, il les connaît très bien, puis les particularités. Parce qu'un des volets pour s'enrichir, c'est sûr, c'est d'investir dans des choses qui nous permettent de faire de l'argent.
plus que les certificats de pauvreté garantis. Mais si on est au Québec, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est de connaître la fiscalité. Comment que ça marche. Puis il y a des comptes libres d'impôts qui existent. Et une autre personne qui aborde la dimension de la fiscalité, c'est celui qui s'occupe de la chaîne YouTube qui s'appelle Finances fondamentales, donc au pluriel. Puis il abordait le régime épargne-études. Et ça, c'est un volet que je n'avais pas vu. Donc, étant père de famille, ayant une jeune fille, naturellement, j'ai investi au régime épargne-études pour ma fille, donc régime gouvernemental, parce que l'argent qui croît dans ce régime-là, un peu comme un REER ou un CELI, c'est libre d'impôt. Tant aussi longtemps qu'on ne le retire pas. Naturellement, lorsqu'on va venir le temps de ma fille de retirer l'argent, eh bien, si elle gagne trop de salaire ou si elle travaille, bien là, ça va être imposable en proportion, un peu comme un REER. Mais, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un véhicule d'investissement où de l'argent peut croître libre d'impôt. Puis en écoutant cette capsule, ça m'a fait réaliser que, là, c'est pas mon cas, là, mais si une personne a atteint son plafond dans le fond, de cotisation CELI, qui est environ de 102 000 qui est 102 000 en 2025. La personne qui atteint son plafond de cotisation REER, régime épargne retraite, ensuite CELIAP dans l'optique de s'acheter une première maison, donc le plafond étant de 40 000, soit 8 000 sur une échelle de 4 ans. Bon, ben, si la personne a tout atteint ces plafonds-là, puis elle veut faire croître de l'argent à l'abri de l'impôt, alors qu'elle a un enfant, bien à ce moment-là, le régime d'épargne-études pour l'enfant devient un véhicule d'investissement intéressant. Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, dans le fond, les gains en capital par rapport à un investissement à la bourse, par exemple, c'est 50% que la personne est appelée à payer de l'impôt en termes de revenus qui est imposable. Si la personne fait du day trading, puis son activité est considérée comme une activité d'entreprise parce qu'elle achète beaucoup de titres puis elle les revend par exemple la même journée, bon, ben c'est 100% imposable. Là, il y a une très grande différence entre 100% imposable pour du day trading versus l'investissement 50% ou versus tout simplement faire de l'investissement dans un compte CELI ou REER où ce que c'est pas imposable, c'est libre d'impôt. Puis pour ce qui est du REER, ben c'est tant aussi longtemps que la personne ne décaisse pas l'argent, mais elle peut le décaisser en décaissant des revenus inférieurs, par exemple, à 51 000 et pour ne pas avoir à payer d'impôts. Donc, il y a toute une stratégie fiscale. C'est sûr que c'est excitant de suivre Ethereum puis d'autres crypto-monnaies, mais à mon avis, ce qui permet de faire la différence, entre autres, entre la richesse et la pauvreté, c'est oui, comprendre le cycle crypto qui se déroule présentement. Il y a des gens qui l'expliquent très bien, comme par exemple Paul de Crypto Formation, qui fait des vidéos régulièrement, que ce soit toutes les semaines ou les 2 semaines, pour faire un suivi sur l'état du marché. Au niveau de l'analyse technique, oui, c'est super intéressant. Par contre, ce qu'il est, c'est d'être capable de conserver ensuite les gains après avoir la bonne stratégie. Sinon, dans la vidéo présente, je faisais la comparaison détaillée avec une personne qui réfléchit entre investir en immobilier ou investir à la bourse. Analyse comparative entre les deux très intéressante par rapport à une personne au Québec, c'est en lien avec le marché québécois naturellement où ce que je me trouve, c'est pour ça que j'aborde la vidéo. Sinon, finance fondamentale, lui, il ne s'intéresse pas au day trading, là, c'est plus l'investissement, des conseils, des aspects financiers qui sont abordés. En tant que tel, ce n'est pas un conseiller financier, à la différence de Fred Rondeau qui a donné des conseils financiers là, pendant une période d'à peu près 10 ans. Puis là, il est à son compte, il est parti de son entreprise, de ce que j'ai compris de la vidéo. Puis pour ce qui est du REER que je parlais, ben c'était en lien avec la chronique qui avait été faite par rapport à cet article de la presse que je propose de regarder. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont pères ou mères d'enfants au Québec, ben, c'est important de comprendre l'optimisation fiscale qui peut être faite par rapport au régime d'épargne-études qui permet de faire croître de l'argent libre d'impôt. Donc, je l'ai étudié. C'est sûr que la façon que c'est fait, c'est que si une personne cotise 2 500 par année, c'est là qu'elle va aller chercher le maximum de subventions gouvernementales, autant provinciales que fédérales, qui ça représente 30% du montant, soit 750 $. Tout simplement, chose que je fais avec ma compagne, là, on cotise 2 500 $ par année par rapport à notre fille.
ce qui nous redonne 750 de programmes gouvernementaux. Tandis que si la personne ne cotise pas à la hauteur de 2500, elle ne les a pas. Puis ça cotise plus par année, ce qui est possible de faire, parce que la personne peut cotiser jusqu'à un maximum de 50 000 mais c'est 50 000 à vie par rapport à un enfant. Ben, elle n'a pas, dans le fond, 30% là, plus que 2500. Donc, la personne pourrait cotiser pour 5 000, 10 000, 20 000, mais elle n'aura pas à la hauteur de 30%. Donc, le meilleur montant, c'est 2500, tant aussi longtemps que les comptes CELI, REER et CELIAP ne sont pas pleins pour les personnes qui cotisent les deux parents. Par la suite, ben, ça peut être de cotiser là-dedans pour faire croître de l'argent à l'abri de l'impôt. Comme stratégie d'optimisation fiscale là, qui m'apparaît à première vue. Naturellement, je ne suis pas conseiller par rapport à toute information qui est abordée, ben, c'est de faire vos vérifications, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à étudier, là, les stratégies d'optimisation fiscale en lien avec les informations là, donc, disponibles sur le web. J'ai fait le tour, j'ai regardé mes liens web là, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est sûr que j'ai parlé d'une variété de sujets. Je pense que c'est intéressant là, que de prendre en considération différents aspects pour s'enrichir, à la fois comprendre l'investissement en crypto, mais aussi comment conserver l'argent avec l'optimisation fiscale. Parce qu'il y en a en fait qui sont spécialisés pour parler du cycle crypto, mais ils n'ont pas nécessairement les notions de fiscalité. Puis il y en a qui ont la fiscalité, mais ils ne vont pas nécessairement parler de véhicules d'investissement intéressants. Tu sais, dans son texte, Nicolas Bérubé, que je trouve intéressant comme chroniqueur financier, bon, il va parler d'une croissance du capital avec un rendement de 6% sur des placements. On s'entend que, oui, dans une perspective conservatrice, pas prendre trop de risques, 6% par année sur plusieurs années, c'est quelque chose d'envisageable, facilement accessible. Ça, je suis d'accord. Par contre, on ne va pas aussi vite puis aussi loin que si, par exemple, on investit dans l'Ethereum et on va aller chercher, comme j'ai pu l'avoir, du 58% de rendement. Là. C'est sûr que les perspectives de placement, c'est souvent des fonds négociés en bourse auxquels il fait allusion, style tout inclus, comme le XEQT, ce genre de choses-là. C'est bien pour, dans le fond, avoir des rendements passifs, pas avoir à se casser la tête et à faire des analyses techniques pour suivre l'état du cycle pour être capable de se retirer au bon moment. Par contre, la progression de la valeur de l'actif est moins grande à long terme. Donc, c'est ça l'affaire. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui ne suivent pas nécessairement ce qui se passe à la bourse, je pense qu'en effet, c'est quelque chose d'atteignable, 6% de rendement par année. Donc là, il donnait un exemple. Donc, il faisait un exemple là, de cotisation que la personne peut faire, puis le montant que ça va donner là, pour un régime épargne-études. Donc, si, par exemple, là, on parlait de quelqu'un qui aurait 100 000 mais là, s'il cotise autrement, il peut aller chercher plus aussi. Différemment, il peut aller chercher 145 000 dans ce compte-là, et ainsi de suite. Là. Donc, ou 139 000, tout dépendant. Différentes stratégies qui permettent d'aller chercher plus, tout dépendant. C'est sûr que plus la mise de fonds est importante à la base, plus que la personne peut chercher un rendement à l'abri de l'impôt élevé par rapport à son enfant dans l'optique qui bénéficie de cet argent-là dans un régime épargne-études. C'est ça que je voulais dire. Donc, je vous laisse. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.